Albert Einstein avait-il raison lorsqu'il a prédit que nous ne pourrions jamais voir les confins de l'univers ? Le télescope Webb a maintenant observé un vide dans l'univers extrêmement précoce qui pourrait maintenant confirmer cette prédiction. Mais que voyons-nous vraiment ici ? S'agit-il vraiment d'un vide ? Et pourrait-il s'agir du début de l'univers ? Les scientifiques ont peut-être découvert un fait choquant. Un vide étrange au début des temps pourrait maintenant confirmer une prédiction remarquable d'Albert Einstein. Imagine qu'il y a 100 ans, les scientifiques ont lentement commencé à regarder au-delà des bords de la Voie lactée. Ce qu'ils ont vu les a étonnés. Au début, il ne s'agissait que de nébuleuses brumeuses. Puis, il est devenu évident que ces nébuleuses étaient d'autres galaxies. Les petits et grands nuages de Magellan sont d'abord devenus visibles, puis la galaxie d'Andromède et enfin, les scientifiques choqués ont réalisé combien il y avait d'autres galaxies. Sur la base de ces découvertes, des idées telles que l'évolution des galaxies et l'infinité de l'univers sont nées. Puis, Edwin Hubble a observé que les galaxies lointaines s'éloignaient de nous et l'idée de l'expansion est née. Peu après, le Belge Georges Lemaître a imaginé le Big Bang. Tout cela s'est déroulé un peu après l'époque où Albert Einstein a présenté ses théories de la relativité. De nombreuses prédictions purement théoriques de chercheurs, faites dans les années 1910 et 1920, ont été confirmées par les nouvelles découvertes. Tout au long de sa vie, Einstein n'a cependant pas été certain que l'univers avait réellement un début et une fin, bien qu'il ait fondamentalement accepté la théorie du Big Bang. Néanmoins, Einstein a toujours été sûr d'une autre question intéressante. Même si l'univers avait un début et une fin, il était certain que nous ne pourrions jamais voir ce début et cette fin, quelle que soit la qualité de nos télescopes. Comment Einstein a-t-il eu cette idée folle et quel est le rapport avec le vide découvert par le télescope James Webb ? La prédiction dévastatrice d'Albert Einstein. Einstein était certainement l'un des physiciens les plus importants du XXe siècle et il a fait de nombreuses prédictions qui sont encore aujourd'hui des pierres angulaires de la science moderne. L'une de ses considérations profondes était la prédiction susmentionnée selon laquelle nous ne pourrions jamais observer directement le début absolu de l'univers. Et Einstein a donné deux raisons intéressantes à cela. Premièrement, la théorie du Big Bang et d'autres théories basées sur elle postulaient qu'il n'y avait pas de lumière pendant des centaines de milliers d'années immédiatement après le Big Bang. Aujourd'hui, les scientifiques appellent cette époque l'âge des ténèbres. Alors, comment pouvions-nous voir un point dans le temps ou un événement avec des télescopes alors qu'il n'y avait pas de lumière ? Il existe même aujourd'hui des réponses passionnantes à cette question, comme les radiotélescopes. Ceux-ci ne voient pas, mais entendent. Mais les chercheurs sont à peu près sûrs que le Big Bang n'a pas été une expansion bruyante, mais qu'il s'est déroulé dans le silence le plus complet. En fait, l'espace dans lequel une explosion audible aurait pu se produire n'existait même pas au moment du Big Bang. L'espace lui-même n'est apparu qu'avec le Big Bang et s'est formé à la suite de cet événement. Les radiotélescopes détectent des ondes qui sont généralement éloignées du spectre sonore audible. L'espace ne conduit pratiquement aucun son. Seules quelques autres ondes pénètrent le milieu interstellaire, qui peuvent être rendues audibles grâce aux technologies modernes. Nous ne pourrions donc pas vraiment entendre le début présumé silencieux de l'univers. Nous avons découvert le rayonnement de fond cosmique dans les années 1960 et l'avons depuis très bien cartographié. Ce rayonnement est considéré comme un effet secondaire du Big Bang et de nombreuses preuves du Big Bang en ont été tirées. Cependant, le rayonnement de fond des micro-ondes ne nous ont jamais menés directement au Big Bang. Ici aussi, nous n'avons apparemment aucun moyen de détecter ou de prouver le début absolu ou le Big Bang. Cependant, Einstein était également d'avis, pour une autre raison, que nous ne pourrons jamais voir jusqu'au début ou au bord de l'univers. Il était d'avis que le début s'éloignerait de plus en plus de nous en raison de l'expansion et de l'extension de l'univers et qu'il serait donc hors de notre champ de vision, pour ainsi dire. Albert Einstein a également cru parfois à une courbure de tout l'espace. Cela signifie que le point de départ pourrait également se trouver derrière une sorte d'horizon qui obscurcirait à jamais notre vue. Imagine encore que c'était à une époque où les meilleurs télescopes n'étaient capables que d'estomper les galaxies voisines. Aujourd'hui, nous connaissons l'existence de millions de galaxies. Dans un univers grouillant de galaxies, en pleine expansion et de plus en plus grand, il pourrait être vraiment difficile de voir loin. Mais ce n'est pas le cas. Bien que notre cosmos soit si riche, les espaces entre les galaxies et les amas de galaxies sont si grands
que nous pouvons maintenant voir à 13,6 milliards d'années de distance avec nos télescopes. Ce serait très proche du Big Bang, et avec le télescope spatial James Webb, nous en sommes déjà sacrément proches. Mais le télescope Webb ne nous montre pas ce que les scientifiques ont appelé le Big Bang il y a 100 ans. Le JWST a découvert un vide étrange. Je suis sûr que tu as entendu dire que le JWST a découvert un nombre extrêmement important de galaxies très anciennes qui remettent même en question le Big Bang. Mais sais-tu aussi que le JWST a découvert un vide étrange qui pourrait confirmer la prédiction d'Albert Einstein sur l'inobservabilité du commencement absolu. Les vides absolus sont des endroits mystérieux de l'univers qui sont tellement vides qu'ils contredisent en fait la théorie de la relativité. Mais comment se fait-il qu'ils confirment les idées d'Einstein sur l'invisibilité du commencement ? Cela s'explique d'abord par le fait que l'on pensait que le vide était un indice de l'âge des ténèbres, dans lequel il n'y avait pas grand-chose au départ, du moins pas d'étoiles ni de galaxies. Certains chercheurs pensaient que la découverte avait au moins confirmé l'existence de cette époque. Mais le choc est venu ensuite. L'obscurité s'est avérée être un vide extrêmement lointain. Nous connaissons également des vides plus proches et plus récents. Ici, ces vides posent déjà des énigmes, mais dans l'univers extrêmement précoce, les vides sont à nouveau des impossibilités scientifiques. Ils ne cadrent pas avec l'idée de l'homogénéité de l'univers, qui est directement liée à l'idée du Big Bang ou de l'expansion. Les vides sont trop grands et trop étranges. Ils ont un caractère inhomogène et contredisent certains des fondements de notre cosmologie. Un vide ne confirme pas vraiment la prédiction d'Albert Einstein. Cependant, le télescope Webb semble confirmer le point de vue du brillant scientifique d'une autre manière. Le télescope n'a jusqu'à présent trouvé aucune trace d'un début ou d'un stade précoce de l'univers. Les images de l'univers prétendument extrêmement précoce ne montrent que des structures et des galaxies qui ne semblent pas très différentes de celles que nous connaissons dans l'univers que nous pouvons observer de plus près. Un vide aurait-il pu constituer le début de l'univers ? La question se pose maintenant de savoir si un mystérieux vide aurait pu être à l'origine de l'univers. Nous ne pouvons pas complètement exclure cette hypothèse, car en fin de compte, nous ne saurons jamais ce que sont vraiment les vides. Et de nos jours, nous devons également admettre que nous ne savons pas comment l'univers a réellement commencé. Les vides sont probablement vides, mais nous n'en sommes pas non plus sûrs. Il est possible qu'ils contiennent une sorte de matière que nous ne connaissons pas. Imagine des galaxies sombres. Les vides sont vraiment parfois interprétés comme des sortes de mondes parallèles et certains scientifiques les considèrent comme des tissus cicatriciels issus de la collision d'univers dans le multivers. D'autres théories farfelues prétendent que des extraterrestres ont assombri les galaxies dans un vide pour récolter de l'énergie. Tu peux déjà constater que ces vides mystérieux défient nos scientifiques et donnent lieu aux théories les plus folles. Bien sûr, il se pourrait que notre univers ait été créé dans un grand vide. Le simple fait que nous ne puissions pas prouver le contraire renforce une telle idée. Il reste donc à savoir comment la matière a été créée. Que sont vraiment les singularités ? Nous avons déjà parlé du néant, d'où l'univers aurait émergé. S'il s'agissait du point de départ absolu, comment pourrions-nous l'observer ? Après tout, ce n'était rien, et donc pas détectable pour nous. Une singularité est un point où toutes les forces sont soit tellement condensées que nos dimensions de valeur et de taille échouent, soit que tout ce qui existe est concentré en ce seul point. Ce point était constitué d'une fluctuation de possibilités qui existait dans un état d'équilibre complet. On dit qu'un événement inconnu auparavant a perturbé ce statu quo à un moment donné, et la création a commencé. C'est à partir de ce point minuscule que tout ce que nous connaissons et voyons aujourd'hui a vu le jour. Cela signifie ni plus ni moins que l'information pour toi et moi, toute la vie sur cette Terre, chaque étoile et chaque exoplanète était contenue dans ce minuscule point de rien du tout. La question de savoir comment un point de rien infiniment petit peut tout contenir est l'un des plus grands mystères de la science et il n'est actuellement pas certain que nous ne soyons un jour en mesure de résoudre cette énigme. Nous trouvons ces mystérieuses singularités à un autre endroit de l'univers, à savoir au centre des trous noirs. Ces derniers se trouvent à leur tour au centre de presque toutes les galaxies connues, et les trous noirs sont ce qui reste lorsque les étoiles d'une certaine taille explosent. C'est du moins ce que supposent les scientifiques. Personne ne s'est jamais trouvé au centre d'un trou noir, et comme nous venons de le voir,
nous n'avons pratiquement aucun moyen de connaître le point de départ absolu de l'univers, si tant est qu'il ait existé. Tout est basé sur des calculs qui avaient un sens jusqu'à ce que le télescope James Webb découvre quelque chose de différent de ce que nos théories postulaient. Le télescope Webb montre que l'univers doit être beaucoup plus ancien que ce que nous supposions, ou que sa nature est très différente de ce que tous nos calculs prédisaient. Les trous noirs constituent également l'un des plus grands mystères de la cosmologie. Ils sont énormes, très lourds, et toutes les forces qu'ils contiennent augmentent très probablement à l'infini, de sorte que nous n'avons aucun moyen d'explorer réellement ce point infini qui ne fait qu'un avec la singularité à l'aide de méthodes conventionnelles. Tous les espoirs sont actuellement placés dans de nouveaux superordinateurs qui, à l'aide de leur propre intelligence, peuvent décoder les secrets de l'univers et nous montrer les véritables connexions. À cette fin, les scientifiques empruntent désormais l'intelligence des quanta, qui sont censés être les réserves d'informations universelles de l'univers visible. Vivons-nous dans un vide gigantesque ? Ce qui semble être une contradiction dans les termes au vu de l'écrasante diversité du ciel étoilé, est en fait capable de résoudre l'un des plus grands mystères de la recherche spatiale moderne. Alors que la valeur observée de la constante de Hubble ne correspond tout simplement pas à nos modèles théoriques, la soi-disant tension de Hubble pourrait s'expliquer par le fait que la Terre se trouve dans une sorte de bulle sous-dense dans l'espace. Mais si cette approche révolutionnaire apporte enfin une solution à l'écart entre les valeurs mesurées, elle conduit aussi directement à un nouveau dilemme de recherche. Selon notre compréhension, de tels vides dans le cosmos ne devraient tout simplement pas exister. La question de la vitesse d'expansion de l'univers peut sembler simple à première vue, mais il s'agit en fait de l'un des plus grands mystères de la recherche contemporaine. D'un autre côté, l'un des faits fondamentaux de l'astronomie est depuis longtemps que le cosmos est en expansion incessante depuis sa naissance, il y a environ 13,8 milliards d'années. Pour une meilleure compréhension, il convient toutefois de noter que l'univers ne s'étend pas dans un espace existant. Non, c'est plutôt l'espace lui-même qui s'étend continuellement. Au fur et à mesure que l'univers s'étend, les galaxies individuelles s'éloignent les unes des autres. Et, il faut le noter, à une vitesse proportionnelle à la distance entre les mondes galactiques. Cela signifie que si la galaxie A est 2 fois plus éloignée de la Terre que la galaxie B, sa distance par rapport à nous augmente également 2 fois plus vite. Mais pour déchiffrer en détail la vitesse à laquelle 2 galaxies s'éloignent l'une de l'autre, nous ne devons pas seulement connaître leur distance. Nous avons également besoin d'un facteur par lequel nous pouvons multiplier cette distance. C'est précisément là qu'intervient la constante de Hubble, un paramètre des équations de champ d'Einstein qui, contrairement à son nom, n'est pas du tout une constante, puisqu'elle n'est constante que dans l'espace, mais pas dans le temps. Et il y a fondamentalement 2 façons différentes de déterminer la valeur correspondante de la constante de Hubble, et donc le taux actuel d'expansion du cosmos. D'autre part, il est possible de la déterminer à l'aide du rayonnement cosmique de fond, c'est-à-dire à l'aide de la relique de rayonnement micro-ondes qui date de la période peu après le Big Bang et qui remplit encore aujourd'hui l'ensemble de l'univers. Ainsi, lorsque les chercheurs mesurent le rayonnement de fond cosmique et le combinent avec les modèles théoriques du développement cosmique, ils arrivent à une vitesse d'expansion actuelle de 67 km/s et par mégaparsec. Le problème crucial cependant est que les valeurs réelles mesurées pour la constante de Hubble s'écartent radicalement des prédictions théoriques et sont nettement plus élevées. En d'autres termes, si la mesure de la distance est basée sur les supernovae, les géantes rouges, les lentilles gravitationnelles et les étoiles variables, appelées céphéides, nous sommes confrontés à une constante de Hubble qui s'élève soudainement à 73 km/s et par mégaparsec. À première vue, une différence de 6 km ne semble pas énorme, mais elle change brusquement si l'on considère que le taux d'expansion passe de 244 000 km/h par mégaparsec à 264 000 km/h par mégaparsec. A l'inverse, cela ne signifie rien d'autre que l'univers se dilate aujourd'hui à 20 000 km/h plus vite qu'il ne le devrait selon le modèle cosmologique standard. Mais comment est-ce possible ? Avons-nous mal compris l'univers ? Eh bien, l'explication la plus simple serait que le diable astronomique de l'erreur s'est insinué. Selon cette hypothèse, une combinaison d'erreurs de mesure et d'imprécisions dans le passé pourrait avoir conduit à ce que nous ayons aujourd'hui
Une énigme de recherche qui n'en est pas vraiment une. Et pour vérifier cela, Adam Riess et son équipe ont utilisé le télescope James Webb pour analyser plus de 320 céphéides dans plusieurs galaxies, dont beaucoup avaient également été examinés précédemment par le télescope spatial Hubble. Et si quelqu'un connaît bien le sujet, c'est bien Adam Riess. Après tout, l'Américain a reçu le prix Nobel de physique en 2011 pour avoir découvert l'expansion accélérée de l'univers grâce à de lointaines supernovae. Dans le cas de l'étude la plus récente, Riess a cependant eu une autre idée. Webb devrait confirmer à nouveau la tension de Hubble. Les nouvelles données montrent également une constante de Hubble nettement plus élevée que celle obtenue à partir des modèles théoriques. Heureusement, Riess a aussi immédiatement trouvé une explication à cet écart déconcertant. Il se pourrait que nous ayons tout simplement mal compris l'univers. Peut-être avons-nous négligé quelque chose dans notre compréhension du cosmos. Une force inconnue qui n'a pas été prise en compte dans le modèle cosmologique standard. Il peut s'agir d'un nouveau type de particules ou d'une conception erronée de la gravité. En outre, il est concevable qu'il existe une forme exotique de matière noire ou d'énergie noire qui nous est actuellement totalement inconnue. Petit rappel, ni la matière noire ni l'énergie noire n'ont encore été directement détectées. Il s'agit donc de formes de matière d'énergie purement hypothétiques qui ont été postulées pour expliquer le mouvement de la matière visible d'une part et l'expansion accélérée de l'univers d'autre part. Là où les théories d'Einstein échouent. Alors qu'Adam Riess évoque ouvertement la possible ignorance de la communauté des chercheurs en astronomie, une autre équipe pense avoir enfin résolu l'énigme alléchante de la constante de Hubble. L'étude présentant la solution inédite a été publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, et sa quintessence peut être résumée comme suit. Nous vivons dans un vaste vide spatial. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Après tout, le ciel étoilé avec ses milliers et milliers d'objets n'est pas exactement ce que tu pourras appeler vide. Eh bien, il ne s'agit pas d'un ciel nocturne sans étoiles, mais de l'hypothèse selon laquelle notre Terre est située dans une région de l'espace où il y a relativement peu de matière. Dans le communiqué de presse correspondant publié par l'équipe de recherche internationale pour leur étude, le vide cosmique est comparé à une bulle d'air dans un gâteau à des fins d'illustration. Comme la densité de matière à l'extérieur de la bulle peu peuplée et par conséquent plus élevée, les forces gravitationnelles qui s'y exercent tirent les galaxies à l'intérieur de la bulle vers le bord du vide. Et ce, plus rapidement que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Cela expliquerait pourquoi le cosmos semble se développer plus rapidement près de nous, c'est-à-dire jusqu'à une distance d'environ 3 milliards d'années-lumière que dans sa totalité. L'existence de régions dont la densité est inférieure à la moyenne permet donc d'éliminer cette contradiction avec le modèle standard de la cosmologie. Mais malheureusement, elle soulève en même temps un tout autre problème. En fait, le modèle standard ne prévoit pas du tout de telle sous-densité. Elle ne devrait pas exister du tout, puisque la matière dans l'univers devrait en fait être répartie uniformément. Pourtant, il existe un moyen de contourner cette nouvelle contradiction, mais pour cela, il faut dire adieu à la théorie d'Einstein sur la nature de la gravité. Selon celle-ci, il est possible que les forces gravitationnelles se comportent finalement différemment de ce que prévoyait Einstein. En réalité, cette théorie existe depuis un certain temps. Pour leur étude, les chercheurs se sont appuyés sur une théorie modifiée de la gravité que le physicien israélien Mordechai Milgrom avait proposée dès 1983. Ces dynamiques newtoniennes modifiées, ou MAND en abrégé, expliquent le comportement rationnel des galaxies en modifiant les équations du mouvement de la matière dans le champ gravitationnel. En conséquence, cette hypothèse est également considérée comme une alternative à la matière noire. Cependant, elle fait toujours l'objet de débats houleux et n'a pas encore dépassé le statut de théorie marginale. Pourtant, et c'est là le point crucial pour les auteurs de l'étude, MAND prédit avec précision l'existence de bulles sous-denses dans l'espace. Si la gravité se comporte vraiment selon les idées de Milgrom, le problème de la tension de Hubble aurait disparu du jour au lendemain. Et l'un des plus grands mystères de la cosmologie serait enfin résolu. Ou bien la tension de Hubble n'existe-t-elle pas ? Eh bien, si Wendy Friedman a son mot à dire, alors malgré toutes les nouvelles études et observations, nous pourrions en fin de compte avoir affaire à des problèmes qui n'existent pas vraiment. Pour comprendre ce que l'on entend par là, il faut revenir brièvement sur l'étude de recherche d'Adam Riess. À cet égard, l'astronome canadien soupçonne que la poussière, le gaz et les effets d'autres étoiles
peuvent fondamentalement fausser les mesures de luminosité des céphéides. En effet, les céphéides se trouvent principalement dans le disque des galaxies, où les étoiles sont parfois si proches les unes des autres que leur lumière se superpose pour un observateur éloigné. Pour vérifier leur hypothèse, Friedman et son équipe ont examiné avec le télescope James Webb 10 galaxies proches qui, en plus des céphéides, contiennent également 2 autres indicateurs de distance. D'une part, il y a des géantes rouges qui sont sur le point de commencer à brûler de l'hélium dans leur noyau. À ce stade, les corps célestes atteignent une luminosité intrinsèque plus ou moins indépendante de leur composition et de leur histoire. La comparaison avec la luminosité apparente permet donc de tirer des conclusions sur leur distance. La situation est assez similaire pour les autres étoiles examinées, plus avancées dans leur développement et enrichies en carbone. Au final, l'analyse, qui a duré plusieurs années, a permis de conclure que les distances mesurées à l'aide des 2 nouvelles méthodes sont en très bon accord entre elles, et qu'elles donnent toutes les distances plus grandes que celles déterminées sur la base des céphéides. Par conséquent, il est concevable que la tension de Hubble soit en fait due au fait que nous avons mal calibré l'échelle des distances cosmiques. Plus précisément, les céphéides sont utilisés pour déterminer les barreaux les plus bas de l'échelle des distances. Or, si le barreau le plus bas contient déjà une erreur systématique qui se répercute par conséquent sur chaque barreau suivant, la valeur de la constante de Hubble sera inévitablement faussée. Cependant, à l'heure actuelle, nous ne savons pas où se situent exactement ces erreurs, et si elles existent vraiment. En fait, Adam Riess souligne que les données Webb qu'il a recueillies excluent explicitement la possibilité que des erreurs de mesure systématiques ou des imprécisions causées par la lumière des étoiles voisines aient joué un rôle décisif. Que l'univers est en expansion. La vitesse d'expansion de l'univers est l'un des plus grands mystères de la cosmologie. Dans les milieux scientifiques, ce taux d'expansion est exprimé par la constante de Hubble H0. Nous connaissons Hubble grâce au célèbre télescope spatial. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'Edwin Hubble, qui lui a donné son nom, est l'un des astronomes qui ont eu l'idée de l'expansion de l'univers grâce à certaines observations. En 1929, Hubble a observé le mouvement des galaxies et, aujourd'hui, la constante de Hubble est une mesure de la vitesse d'expansion de l'univers, exprimée en kilomètres par seconde par mégaparsec. Et un mégaparsec correspond à environ 3,26 millions d'années-lumière. L'estimation initiale de Hubble pour H0 était d'environ 500 km par seconde par mégaparsec, mais ce chiffre a depuis été révisé à plusieurs reprises. Les estimations modernes se situent entre 67 et 74 km par seconde par mégaparsec. Ces nouvelles estimations sont basées sur diverses méthodes, notamment l'observation des supernovae de type 1A, des variables céphéides et du fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique est en fait une source clé pour déterminer la constante de Hubble. On pense que ce rayonnement est la faible lueur laissée par le Big Bang. Grâce au satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, nous disposons d'une carte très précise du fond diffus cosmologique sur laquelle on peut lire une constante de Hubble d'environ 67,4 km par seconde par mégaparsec. Le rayonnement montre également des preuves très claires de la dérive de l'univers. Le fond diffus cosmologique est donc cité comme l'un des principaux piliers de la théorie de l'univers en expansion. Les observations de supernovae de type 1A, notamment avec le télescope spatial Hubble, ont conduit à des estimations encore plus élevées, de l'ordre de 74 km par seconde par mégaparsec. Ces supernovae, également connues dans la communauté scientifique sous le nom de bougies standards, ont une luminosité absolue connue qui permet aux astronomes de mesurer leur distance et donc de calculer le taux d'expansion de l'univers. La différence significative entre ces deux mesures réside dans l'âge de la source. Le rayonnement de fond cosmologique provient des débuts de l'univers. Les supernovae sont des événements récents. La différence est que les astronomes et les astrophysiciens appellent le biais de Hubble et cette divergence soulève des questions légitimes sur notre compréhension de l'histoire cosmique et nos théories physiques sous-jacentes. Certains scientifiques ont suggéré qu'une toute nouvelle physique pourrait être nécessaire pour résoudre cette tension. Il s'agit notamment de théories qui vont au-delà du modèle standard de la physique des particules pour inclure l'existence de formes exotiques d'énergie noire ou de modification de la gravité. L'hypothèse de l'expansion est-elle fausse ? Et si je te disais que toute la constante de Hubble pourrait être erronée ? Parce qu'il existe des observations qui contredisent les hypothèses standards.
Un exemple est la découverte de l'amas de galaxies massif El Gordo, qui apparaît si tôt dans le calendrier cosmique et qui est si massif qu'il ne peut absolument pas être compatible avec le modèle standard de la cosmologie. De telles observations suggèrent que certains aspects de l'univers peuvent être très différents de ce que nous avions imaginé jusqu'à présent. Les observations de la structure à grande échelle de l'univers ajoutent d'autres dimensions au problème. Les amas de galaxies et les superamas semblent être répartis dans le cosmos d'une manière qui ne correspond pas tout à fait à la compréhension précédente de l'expansion. Il y a ici un besoin urgent de clarification. En particulier, nous devons trouver des moyens de clarifier le rôle de la mystérieuse matière noire et de l'énergie noire. L'expansion de l'univers entraîne normalement l'éloignement des galaxies les unes des autres. La loi de Hubble nous apprend que plus elles sont éloignées de nous, plus elles se déplacent rapidement. La vitesse à laquelle une galaxie s'éloigne de nous est proportionnelle à sa distance par rapport à nous, ce qui signifie que l'univers se dilate uniformément dans toutes les directions. Cependant, cette expansion uniforme n'a pas été prouvée et observée partout dans l'univers. Il se pourrait qu'il y ait d'autres structures dans le cosmos qui accélèrent ou ralentissent l'expansion de façon régionale. Un autre aspect intéressant des mouvements des galaxies est la découverte d'anomalies qui ne peuvent pas être entièrement expliquées par l'effet gravitationnel de la matière visible. Par exemple, les parties extérieures des galaxies spirales tournent plus vite que ce que la masse des étoiles et des nuages de gaz visibles avec des paramètres physiques conventionnels laisserait supposer. Ce phénomène a notamment conduit à l'hypothèse de l'existence de la matière noire. L'énergie noire serait la force mystérieuse responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Cependant, nous en savons actuellement très peu sur l'énergie noire et la matière noire, et l'existence de ces deux éléments n'a pas encore été prouvée. Euclide apportera-t-il la réponse ? La mission Euclide est un projet ambitieux de l'Agence spatiale européenne ESA et devrait enfin faire la lumière sur le sujet. Le tout nouveau télescope spatial est en service depuis l'automne 2023 et arpente à nouveau l'univers. Euclide scannera tout ce que nous pouvons voir aussi loin dans l'univers et le compilera dans une gigantesque carte du ciel. Cette carte devrait nous aider à comprendre les mouvements des galaxies et l'expansion de l'univers, mais aussi à résoudre le mystère de la matière noire. Nommé d'après le mathématicien grec de l'Antiquité Euclide, ce télescope est spécialement conçu pour afficher de nombreuses étoiles dans un espace clairement agencé et pour comprendre les mouvements et la dynamique dans l'espace visible. Les mouvements des galaxies constituent un domaine de recherche fascinant qui permettra non seulement d'élargir notre compréhension de l'expansion de l'univers, mais pourrait également clarifier des questions urgentes sur la nature de la matière, de l'énergie et des lois fondamentales de la physique. Vivons-nous dans un vaste vide ? Tu te demandes à juste titre quel est le rapport avec la question de savoir si nous vivons peut-être dans un vide gigantesque. Cette idée fascinante pourrait jouer un rôle clé dans la résolution de certains des plus grands mystères de la cosmologie. Imagine que notre partie de l'univers est une densité inférieure à la moyenne, une sorte de vide cosmique qui affecte les mesures des taux d'expansion de l'univers. D'autres parties de l'univers pourraient être plus denses et les galaxies s'y déplaceraient différemment. Cette hypothèse pourrait aider à expliquer certaines des divergences concernant la constante de Hubble et les mouvements des galaxies. La théorie selon laquelle nous vivons dans un vide géant offre une explication possible à cette tension. Dans un tel scénario, la densité locale de la matière affecterait naturellement les mesures du taux d'expansion, car les forces gravitationnelles agiraient différemment dans un tel vide que dans les régions plus denses de l'univers. Les scientifiques émettent en outre l'hypothèse qu'il pourrait y avoir des flux de matière s'écoulant du vide vers d'autres régions en raison de l'attraction gravitationnelle des régions environnantes plus denses, ce qui pourrait également contribuer à une accélération apparente du taux d'expansion local. Il est intéressant de noter que le comptage direct des galaxies dans différentes régions suggère que nous vivons effectivement dans un tel vide local. Ce vide ne serait pas complètement vide bien sûr, mais il aurait une densité inférieure d'environ 20% à la moyenne de l'univers et s'étendrait sur un rayon d'environ 1 milliard d'années-lumière. Pour tester cette hypothèse, la dynamique newtonienne modifiée, ou MAND en abrégé, a été l'une des méthodes utilisées. MAND est une théorie alternative à la matière noire et a été proposée à l'origine pour expliquer les anomalies dans les vitesses de rotation des galaxies. Dans un univers MAND, les structures telles que les amas de galaxies croissent plus rapidement et les taux d'expansion locaux varient également. De nouvelles observations des mouvements de galaxies, en particulier ce que l'on appelle le flux global, qui
qui mesurent la vitesse moyenne de la matière dans une sphère donnée, ont donné des résultats remarquables. Ces observations montrent que le flux global à l'échelle d'1 milliard d'années-lumière est 4 fois plus rapide que ce que prévoit le modèle standard et qu'il augmente avec la taille de la région considérée. Cela va à l'encontre des prédictions du modèle standard et renforce encore l'hypothèse d'un vide local, dans lequel se trouve par conséquent aussi notre Voie lactée. Comment le vide affecte-t-il la vie sur Terre ? Tu te demandes si cela a un effet sur notre galaxie et sur la vie sur Terre. Tout d'abord, l'existence d'un tel vide autour de nous pourrait expliquer pourquoi notre galaxie et ses voisines se comportent comme elles le font. Dans un univers imprégné de tels vides, les forces gravitationnelles et la dynamique des mouvements des galaxies pourraient être différents de ce que les scientifiques ont compris jusqu'à présent. En somme, cette hypothèse signifierait que notre galaxie et toutes les galaxies voisines flottent dans une sorte de bulle cosmique différente des régions plus denses de l'univers. Ce vide pourrait également avoir des implications sur l'évolution et le destin de notre galaxie. Dans une région de plus faible densité, les collisions et les interactions avec d'autres galaxies pourraient être moins fréquentes, ce qui affecte bien sûr l'évolution à long terme de la Voie lactée. Les corrélations pourraient avoir un impact sur la formation des étoiles, la distribution du gaz et de la matière noire, et la formation de structures au sein de la Voie lactée. Pour l'instant, le vide n'a certainement pas d'influence significative sur nous, sur Terre. Pour nos scientifiques, la découverte de cette possibilité est une grosse affaire et pourrait modifier les manuels scolaires. Mais toi et moi ne remarquons rien de tout cela dans la vie de tous les jours. Cependant, l'hypothèse de la vie dans le vide est intéressante à un autre titre. Si notre galaxie se trouve dans une région moins dense de l'univers, cela pourrait signifier que les conditions de la vie telles que nous la connaissons sont très différentes ici que dans d'autres parties de l'univers. Certains scientifiques pensent que nous vivons dans une partie de l'univers très peu peuplée, ce qui explique pourquoi nous n'avons pas pu trouver d'autres formes de vie. Peut-être que les conditions dans d'autres régions sont différentes et qu'il existe plusieurs planètes dans un système solaire qui sont habitées ou des systèmes stellaires entiers qui sont densément peuplés. De telles idées sont passionnantes et pourraient influencer notre recherche de la vie. L'hypothèse d'un vide local va certainement aussi changer notre idée de l'avenir de l'univers. Si le taux d'expansion de l'univers est influencé localement par un tel vide, cela pourrait signifier que l'avenir de l'univers est plus complexe que ce que nous supposions jusqu'à présent. Les scientifiques pensent que l'expansion doit inévitablement se terminer à un moment donné dans l'un des 3 scénarios suivants. Soit l'univers se fige parce qu'il ne peut plus s'étendre davantage, soit il se fige, soit il se ressoude comme un élastique. Ces vides gigantesques ne devraient pas exister si l'on en croit les équations de la relativité d'Einstein et notre ancienne cosmologie. Ces anciens calculs n'ont pu décrire qu'une partie de l'univers. C'est clair car depuis le lancement du télescope spatial James Webb, nous avons vu tant d'indications incroyables qu'il y a plus, que nous pouvons que nous émerveiller. Les structures du vide comptent parmi les structures les plus incroyables et les plus fascinantes de l'univers. Leur taille à elle seule repousse les limites de notre esprit. Le plus grand vide actuellement connu mesure 100 millions d'années-lumière de diamètre. Si une particule de lumière entamait un voyage à une extrémité du vide, il lui faudrait 100 millions d'années pour émerger à l'autre extrémité. Et imagine un peu plus loin. À l'intérieur de ces vides, il n'y a pratiquement rien. Dans un espace où l'on trouverait autrement des centaines ou des milliers de galaxies, il n'y a tout simplement rien. Notre univers est en fait traversé par d'énormes filaments, des structures qui sont en quelque sorte des lignes de force cosmique internes, le long desquelles la matière migre. Les galaxies se déplacent de façon cohérente avec ces structures, et même les amas de galaxies abondent là où les filaments forment de grandes intersections, attirant ainsi la matière. Il est donc raisonnable de supposer qu'il y a moins de structures de filaments dans les vides, et que par conséquent, moins de matière s'y accumule. Mais cela ne devrait pas être le cas. La tension de Hubble résout le plus grand mystère de l'univers. S'il est prouvé que notre univers est formé de structures uniformes, le mystère reste entier quant à savoir si ces structures sont homogènes ou inhomogènes. Homogène signifie identique, inhomogène serait donc plus chaotique. Maintenant, tu pourrais dire, cela n'a pas d'importance. Mais ce n'est pas si simple, car de cette petite question dépend une grande décision sur la façon dont l'univers est réellement construit et sur son fonctionnement. Nous les humains voulons toujours savoir ce qu'est exactement l'univers
afin d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur la véritable nature de l'espace dans lequel nous vivons. Nos idées précédentes sur le Big Bang et l'expansion exigent presque nécessairement un univers homogène ou isotrope, c'est-à-dire uniforme. Cette idée n'est pas seulement ébranlée depuis le lancement du télescope spatial James Webb, car quelque chose qui ne devrait pas être là a déjà été observé dans les années 1990. Depuis que nous sommes en mesure de voir des dimensions de plus en plus grandes de l'univers, nous essayons de les mesurer. Tu peux sans doute imaginer que ce n'est pas si simple, car mesurer des espaces de plusieurs millions ou même de quelques milliers d'années-lumière n'est pas une mince affaire. Les dimensions sont énormes et personne ne peut se contenter de sortir une règle de mesure ou un GPS terrestre. Pour cela, tu dois imaginer que tout ce qui se trouve dans le cosmos est en mouvement constant. Les étoiles se déplacent, les planètes tournent autour des étoiles, et même des systèmes stellaires entiers courent à travers la galaxie et le cosmos à des vitesses incroyables. Les galaxies migrent et tournent, et nous ne savons toujours pas dans quelle mesure même la matière noire dans les vastes espaces qui les séparent se déplace et change. Prendre des mesures ici s'apparente à un exploit que notre science a jusqu'à présent maîtrisé à l'aide de la lumière. Nous savons que la lumière se comporte de manière relativement constante. La vitesse de la lumière est la seule quantité constante, c'est-à-dire non relative, qu'Albert Einstein ait pu trouver dans l'univers. Les scientifiques ont donc utilisé des quantités de lumière pour mesurer les distances. L'une de ces quantités est la céphéide, une classe spéciale d'étoiles dont les magnitudes absolues se comportent de façon similaire et linéaire à celles des supernovae de type 1A. Ces outils sont appelés bougies standards par les scientifiques, et ils étaient en fait considérés comme largement fiables, jusqu'à ce que l'attention de Hubble apparaisse. Hubble avait tort, et nous savons aujourd'hui pourquoi. Edwin Hubble, l'astronome qui a donné son nom au vieux télescope spatial, a été l'un des premiers chercheurs à décrire l'expansion et les dimensions probables de l'univers. Hubble menait ses recherches à une époque où les astronomes commençaient à voir au-delà de la Voie lactée. Cela peut nous paraître incroyable aujourd'hui, mais à l'époque, les chercheurs pensaient que la Voie lactée se trouvait dans un immense vide. Cela ne fait qu'une centaine d'années que nous, les humains, savons que d'autres galaxies existent dans l'univers et que l'espace regorge de matière et de nombreux autres phénomènes cosmiques. Sur la base des premiers calculs de Hubble concernant les dimensions réelles de l'univers, d'autres mesures ont été effectuées. Celles-ci ont montré une image cohérente pendant longtemps, mais une différence de mesure s'est ensuite produite à de grandes distances, qui a été connue sous le nom de tension de Hubble. La constante de Hubble n'était soudain plus fiable et depuis lors, les scientifiques se demandent comment cette différence de mesure a pu se produire. Imagine que pour mesurer une distance, les scientifiques utilisent une fois une règle de mesure et l'autre fois un appareil de mesure numérique. Les deux résultats diffèrent l'un de l'autre et pourtant les chercheurs ne peuvent trouver aucune faille ni dans la règle de mesure ni dans l'appareil de mesure numérique. Quelle est donc la raison ? C'est précisément ce que représente la tension de Hubble à l'échelle cosmique. Les idées de Hubble sur la véritable nature de l'univers impliquent un univers homogène et donc largement linéaire. Mais aujourd'hui, nous trouvons de plus en plus de preuves que ce n'est pas le cas. Pour comprendre l'homogénéité ou l'isotropie de l'univers, il suffit d'imaginer un océan. Techniquement, un océan est un espace ou un volume rempli d'eau. Bien sûr, de nombreuses créatures évoluent dans cet océan. Il y a des structures telles que des fosses marines ou des récifs, des volcans sous-marins et bien d'autres choses encore. À la surface, tu verrais des vagues, et même si tout cela te semble chaotique, scientifiquement, c'est isotrope. Les récentes découvertes du télescope spatial James Webb et les vastes vides signifieraient qu'il y a soudain un trou au sein de l'océan où il n'y a rien. Et ce n'est pas possible. Pas ici sur Terre, mais les vides dans l'univers ne sont que cela. S'il peut y avoir des trous ou des anomalies comme les vides, alors il y a peut-être d'autres phénomènes étranges dans l'univers dont notre science n'a pas conscience. La magie de ces nouvelles découvertes, c'est que nous découvrons maintenant que l'univers est construit tout à fait différemment de ce que nous pensions. Quelle est la véritable signification des vides dans l'univers ? Si les vides sont la preuve que toute notre cosmologie est erronée, quelle est la vérité ? Le Big Bang a-t-il vraiment eu lieu ? Et l'univers est-il en expansion depuis lors à partir d'un seul point d'origine ? Mais il faudrait alors que l'univers soit isotrope, c'est-à-dire homogène. Or, depuis le lancement du télescope spatial James Webb,
nous savons que l'univers n'est très probablement pas isotope. Dès le début de sa mission, le télescope nous a montré des images d'un grand nombre de galaxies qui existaient si près du Big Bang qu'elles ne devraient pas exister. Leur simple existence contredit les règles de la cosmologie et les calculs de l'âge de l'univers. De plus, le télescope a vu une énorme structure derrière l'amas de Pandore, contenant plusieurs centaines, voire des milliers de galaxies qui ne devraient pas exister non plus. Cette structure est tout simplement trop grande pour exister dans un univers homogène si proche du Big Bang. Les vides contredisent également ces règles, et il y a quelques mois, les chercheurs ont trouvé des preuves de l'existence d'énormes structures radioastronomiques qui comptent parmi les plus grandes jamais découvertes dans l'univers. Selon les anciennes règles de la cosmologie, celles-ci devraient également être impossibles. En 2015, les scientifiques ont découvert un groupe de plus de 70 quasars qui s'étaient rassemblés sur une distance de 4 milliards d'années-lumière et qui, en tant que groupe, formaient également un type d'objet qui reste un mystère complet. Les quasars sont des noyaux de galaxies extrêmement brillants qui remonteraient au premier jour de l'univers. Du moins, c'est ce que les chercheurs pensaient jusqu'à présent. Et s'il n'y avait pas eu de commencement du tout ? Les galaxies trop anciennes pour exister selon les lois de notre astrophysique et de notre cosmologie, les structures trop grandes pour se produire dans un univers organisé de façon isotrope, et enfin, l'attention de Hubble nous indique également que nous avons fondamentalement mal compris l'univers jusqu'à présent. Quelques scientifiques admettent que malgré nos progrès massifs en matière de recherche, nous n'en sommes probablement qu'au tout début de la compréhension des véritables dimensions de l'univers. Et si nous n'avions fait qu'effleurer la surface jusqu'à présent ? Et si l'univers était infini ? Et si après tout, la matière ou même la lumière n'était pas la mesure de toutes les choses dans l'univers ? Que de vide en réalité ? Il semble incroyable qu'il existe des explications alternatives pour notre univers. Cela semble fou, mais les vides pourraient être quelque chose comme des contre-mondes dans le nôtre. Ils pourraient également être des portes dimensionnelles dans lesquelles les univers se chevauchent. Des chercheurs américains ont trouvé des indices selon lesquels les vides pourraient être des bosses dans une structure multiverselle. Selon cette hypothèse, ils seraient des reliques de gigantesques collisions d'univers et de dimensions entières. Certains chercheurs pensent même que les vides pourraient être habités par des extraterrestres qui obscurcissent la matière normalement visible pour en extraire de l'univers. Cette hypothèse repose également sur une théorie reconnue. L'idée des supercivilisations vient du chercheur russe Nikolai Kardashev qui, dans les années 1960, a apporté la preuve scientifique qu'il devait y avoir des espèces très développées au sein de l'univers. Ces supercivilisations sont capables d'obscurcir des galaxies entières avec leurs centrales électriques. Elles peuvent théoriquement manipuler les lois de la physique et même déterminer nos vies sans que nous nous en rendions compte. En conséquence, les vides seraient des espaces dont la matière a été retirée ou modifiée d'une manière qui nous est encore étrangère. De telles théories et idées nous semblent fantastiques et pourtant elles existent. Elles sont toutes basées sur des idées logiques, mais elles n'ont jamais trouvé la reconnaissance comme d'autres théories qui ont fini par devenir notre vision du monde. Dans l'obscurité la plus totale. Imagine l'univers primitif, peu après le Big Bang, c'est un mélange chaud et dense de particules et de radiation en expansion rapide. À ce stade, il n'y a pas encore de lumière au sens classique du terme, car les photons, les particules de lumière, interagissent constamment avec les protons et les électrons denses et libres et ne peuvent pas se déplacer librement dans l'espace. Environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers se refroidit suffisamment pour permettre la formation des premiers atomes neutres, principalement l'hydrogène et l'hélium. Ce refroidissement permet aux photons de se déplacer librement, créant ainsi le fond diffus cosmologique. Mais l'univers reste sombre, car il n'y a pas encore de source de lumière telles que les étoiles ou des galaxies. La rayonisation commence quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, lorsque les premières étoiles et galaxies se forment. Ces jeunes étoiles chaudes émettent un rayonnement ultraviolet intense qui ionise les atomes d'hydrogène neutres environnants. Ce processus divise les atomes d'hydrogène en protons et en électrons libres, ce qui rend l'univers plus perméable aux rayons ultraviolets et à la lumière visible. La formation des premières étoiles et galaxies est annoncée par la gravité. Sous son influence, les nuages de gaz, en particulier l'hydrogène et l'hélium, commencent à se condenser. Dans ces régions condensées, la pression et la température augmentent à tel point que la fusion nucléaire commence au cœur des premières étoiles.
De la lumière est produite et ces étoiles brillent pour la première fois. Avec leur lumière, elles contribuent de manière significative à la rayonisation de l'univers. Pendant cette période, l'univers devient de plus en plus transparent. Le rayonnement des premières étoiles et galaxies est suffisant pour ioniser le brouillard dense d'hydrogène neutre qui remplissait l'univers jusqu'alors. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que l'ensemble du milieu intergalactique soit majoritairement ionisé, marquant la fin de l'âge des ténèbres et le début de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ainsi, même avec les meilleurs télescopes, nous ne pouvions regarder en arrière que jusqu'au moment où l'univers est devenu transparent et où la lumière a pu se répandre librement. Jusqu'à présent, les scientifiques ont supposé que ce moment s'était produit environ 380 000 ans après le Big Bang. James Webb découvre un grand vide. Le télescope spatial James Webb est actuellement le meilleur et le plus puissant des télescopes, et il est conçu pour révéler la vérité sur le début de l'univers. Grâce à ses 16 miroirs en forme de nid d'abeille et à sa technologie infrarouge unique, ce télescope capture les signaux lumineux qui voyagent jusqu'à nous depuis 13,5 milliards d'années. Aujourd'hui, le télescope a déjà découvert de très vieilles galaxies et le nouveau super départ dans le ciel nocturne a fait une autre découverte passionnante. Un trou noir qui existait 500 millions d'années après le Big Bang. Cette découverte bouleverse nos idées sur l'aspect de l'univers primitif et sur les objets qui s'y trouvaient. Ce trou noir est non seulement incroyablement vieux, mais aussi exceptionnellement grand. Avec environ 10 millions de masses solaires, ce n'est pas l'un des plus grands trous noirs connus, mais pour son existence au début des temps, il est exceptionnellement grand. Les trous noirs ne sont rien d'autre que des parcelles de grand vide, de néant. Mais ce n'est pas tout. Ces parcelles de néant ont une propriété particulière, une incroyable gravité qui leur permet d'attirer magiquement d'autres matières. Tu te demandes peut-être comment le néant peut avoir un poids aussi important. Les scientifiques expliquent cela en disant que les trous noirs prennent du poids en raison de la matière qu'ils aspirent ou que la mystérieuse matière noire joue un rôle ici. Comme les trous noirs, la matière noire est invisible. Nous ne le percevons que parce que son poids déforme l'espace-temps. Les scientifiques ont maintenant observé un autre fait incroyable concernant le trou noir découvert par James Webb. Le trou noir grandit incroyablement vite et les chercheurs n'ont aucune idée de la raison. Si nous mesurons l'âge de ce trou noir d'après les taux de croissance que nous connaissons pour les trous noirs actuels, le trou noir devrait être plus vieux que l'univers lui-même. Cela semble impossible, n'est-ce pas ? Néanmoins, nous ne pouvons pas l'exclure, car certaines théories affirment que certains éléments de notre cosmos auraient déjà existé dans un univers précurseur. Mais il est également possible que les trous noirs, qui existaient dans les premiers temps de l'univers, aient eu des propriétés complètement différentes de ceux que nous avons étudiés à proximité. Notre cosmologie est erronée. Depuis que James Webb nous enchante avec une découverte fascinante après l'autre, les vieilles théories ont été sérieusement ébranlées. Le fait est que quelque chose ne va pas dans notre cosmologie actuelle. D'énormes trous noirs qui se développent très rapidement et des galaxies qui doivent également être presque plus anciennes que l'univers brisent le cadre de presque toutes les théories et calculs précédemment valides sur le Big Bang et le temps qui l'a suivi. Les scientifiques sont confrontés à un défi et nous pourrions bientôt avoir une toute nouvelle version du monde cosmologique. De nouvelles théories émergent et d'anciennes sont remises au goût du jour. La théorie des constantes physiques variables, par exemple, propose que différentes lois physiques s'appliquaient au début de l'univers. Les constantes physiques fondamentales, telles que la constante gravitationnelle ou la constante de structure fine, auraient pu avoir des valeurs complètement différentes dans la phase initiale de l'univers que celles qu'elles ont aujourd'hui. Cela expliquerait pourquoi les galaxies ont pu croître beaucoup plus rapidement et pourquoi les trous noirs sont mystérieusement devenus de plus en plus grands. Une autre approche intéressante que nous aimerions partager avec toi est la théorie de la gravité quantique, qui tente de réunir la théorie générale de la relativité d'Einstein et les principes de la mécanique quantique. La théorie de la relativité décrit les forces et les phénomènes à grande échelle. La gravité en fait également partie. La mécanique quantique traite des phénomènes dans le monde des plus petites particules et des forces et phénomènes qui y agissent. À proximité du Big Bang, lorsque l'univers était extrêmement petit et dense, les lois de la gravité quantique ont pu dominer. Cependant, les scientifiques ont largement basé la théorie du Big Bang et les calculs sur le développement précoce de l'univers sur la physique des plus grands phénomènes d'Einstein. Il est donc possible qu'une erreur se soit glissée ici et James Webb apporte aujourd'hui la preuve. En somme, les scientifiques sont actuellement confrontés à une énigme qu'ils doivent résoudre. La théorie du Big Bang
a vu le jour dans les années 1920 lorsque l'astronome et prêtre belge Georges Lemaître a émis l'hypothèse que l'univers provenait d'un seul point primordial comprimé et qu'il s'était ensuite étendu dans un état extrêmement dense et chaud. Lemaître a d'abord appelé cela l'hypothèse de l'atome primordial. L'idée du Big Bang a été renforcée par les observations de l'astronome américain Edwin Hubble. À la fin des années 1920, Hubble a découvert que les galaxies lointaines s'éloignaient de la Terre et que plus elles étaient éloignées, plus elles se déplaçaient rapidement. Les scientifiques y ont vu la preuve que l'univers est réellement en expansion. Au fil du temps, d'autres théories sont venues compléter ces deux hypothèses de base, et c'est ainsi qu'est née notre vision cosmologique du monde. Une grande partie de ces théories étaient basées sur des observations, d'autres sur des calculs, et aujourd'hui, nous voyons des choses qui ne correspondent tout simplement plus à ces modèles et à ces schémas. Quand les premiers trous noirs sont-ils apparus ? Remontons encore dans le temps, cette fois en regardant comment les premiers trous noirs ont été créés. Ces mystérieux phénomènes cosmiques sont non seulement fascinants, mais aussi essentiels pour comprendre les débuts de l'univers. La formation des premiers trous noirs est un objet que les astronomes et les astrophysiciens étudient aussi intensivement que la formation des étoiles et des galaxies. Les premières étoiles se sont formées quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang, à une époque presque inimaginablement lointaine et mystérieuse. Les scientifiques appellent ces étoiles massives les étoiles de la population 3. Vraisemblablement, ces étoiles n'ont pas vécu très longtemps et sont mortes dans d'énormes explosions de supernovas. Elles ont peut-être laissé derrière elles les premiers trous noirs de l'univers. Une autre théorie affirme que les trous noirs se sont formés avant les premières étoiles. Les disques de poussière en rotation, qui auraient pu devenir des étoiles, peuvent s'effondrer directement dans un trou noir dans certaines circonstances. Les trous noirs auraient donc existé avant les premières étoiles. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Il existe des trous noirs supermassifs au début des temps qui sont des millions à des milliards de fois plus lourds que notre Soleil. Comment ont-ils pu devenir si massifs si rapidement dans les premiers jours de l'univers ? Une théorie veut qu'ils se soient formés à partir de trous noirs plus petits, qui dévoraient constamment de la matière et fusionnaient avec d'autres trous noirs. Mais il aurait alors fallu que des étoiles et de la matière tombent dans ces trous noirs. Dans l'ensemble, les résultats du télescope spatial James Webb constituent un grand mystère. James Webb peut regarder plus profondément dans l'univers que n'importe quel télescope auparavant, jusqu'aux premières galaxies et aux quasars alimentés par des trous noirs supermassifs. Le télescope est comme une machine à remonter le temps et nous pouvons voir la lumière d'objets situés à des milliards d'années dans le passé. Le vide du Bouvier, le grand rien. Ce vide mystérieux que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer complètement, qu'il s'agisse de la manière dont il s'est formé ou de la raison pour laquelle il présente des dimensions inhabituelles, même pour notre vaste univers, est situé dans la constellation du Gardien de l'Ours. Comme nous voyons de nombreuses étoiles périphériques depuis la Terre, nous ne pouvons pas voir à l'œil nu ce que cette constellation a de fascinant, mais aussi de sinistre. Il s'agit d'une région d'un diamètre incroyable de 330 millions d'années-lumière qui fait un trou béant au milieu de l'espace. Cette énorme brèche dans le cosmos porte le nom de vide du Bouvier. Le vide du Bouvier est loin d'être le seul espace vide fantastique au milieu d'un univers par ailleurs rempli de phénomènes tels que des galaxies, des étoiles, des trous noirs, des nébuleuses colorées ou des planètes. Néanmoins, cette structure aux dimensions incroyables de 330 millions d'années-lumière est l'une des plus grandes et des plus mystérieuses. En raison de sa taille vraiment inhabituelle, le néant du Gardien de l'Ours est également classé comme un supervide. Il existe des vides étranges plus petits. L'un d'entre eux, par exemple, est le mini-vide Barnard 68. Comparativement minuscule, 0,25 années-lumière de diamètre, ce nuage sombre se trouve à 500 années-lumière dans la constellation du Porteur de Serpent. Découverte du supervide du Bouvier. Les chercheurs ont découvert le phénomène des vides mystérieux dans le cosmos dans les années 1980. À l'époque, une équipe de chercheurs de l'Université du Michigan, aux États-Unis, a mis au point une méthode permettant de créer un modèle 3D du cosmos. Les chercheurs, dirigés par l'astronome Robert Kirshner, utilisent le décalage vers le rouge pour déterminer les distances et les vitesses de déplacement dans l'espace. Plus une galaxie est éloignée de la Terre, plus elle se déplace rapidement. Ce fait s'explique tout simplement par l'expansion de l'univers. Lorsque, au cours des calculs,
un mystérieux rien s'est mis à grossir à une distance d'environ 700 millions d'années-lumière, les chercheurs ont d'abord cru à une erreur dans leurs données. Les galaxies pullulaient sauf à ces endroits, où il n'y avait tout simplement rien. Certains chercheurs ont même osé affirmer qu'il s'agissait de la fin de l'univers. Mais ils se sont trompés. À une distance de seulement 700 millions d'années-lumière, le vide n'était pas du tout à la limite de l'univers connu jusqu'à présent, mais en fait au milieu de celui-ci. Seulement 60 galaxies dans le vide du Bouvier. Après la découverte du plus grand vide jamais découvert dans l'espace, de nombreux chercheurs du monde entier ont entrepris d'étudier ce phénomène en profondeur. Il s'est avéré que le grand vide n'est pas aussi vide qu'on ne le pensait. Bientôt, grâce aux télescopes les plus récents, les chercheurs ont pu scruter minutieusement le vide du Bouvier et, à leur grand étonnement, ils y ont trouvé des galaxies. Ce qui est vraiment étrange, c'est que ces galaxies sont presque seules dans un vide obscur, alors que les galaxies situées ailleurs dans l'espace ont tendance à se regrouper ou être très proches les unes des autres lorsqu'elles sont observées dans les dimensions cosmiques. Au cours des dernières décennies, les chercheurs ont déterminé l'existence de 60 galaxies au total dans cet énorme espace où l'on devrait trouver au moins 2000 galaxies, selon les estimations moyennes. L'existence de galaxies individuelles dans un grand néant a soulevé d'autres questions. Pourquoi certaines galaxies restent-elles dans un espace où il n'y a rien d'autre ? Pourquoi les autres galaxies ne sont-elles pas attirées par le vide ? Et qu'est-ce que le vide de toute façon ? Le vide, les trous noirs et la matière noire. Environ 80% de l'univers observable est constitué de vide, de distance entre les étoiles et les galaxies et de zones où il n'y a rien, ou presque. En tant que vide entre les galaxies et les étoiles, le néant est normal et distribué avec une certaine régularité dans l'espace. En revanche, en tant que superassemblage, comme dans le cas du vide du Bouvier, ce néant est un phénomène tout à fait inhabituel. Ce que nous appelons noir et sombre ou le vide est en fait un type de matière. La matière noire est transparente et n'émet pas de lumière visible. Elle ne peut être détectée que par sa force gravitationnelle et sa densité. L'obscurité ou le néant constitue la matrice primitive de l'univers. Dans les vides, cette matière transparente est condensée différemment. La matière noire agit avec des forces gravitationnelles particulièrement attractives là où elle est fortement comprimée. Les trous noirs, qui exercent une attraction immense et dévorante, sont probablement constitués de matière noire extrêmement comprimée. Cette hypothèse n'a toutefois pas encore été prouvée, car personne n'a jamais pu regarder directement dans un trou noir. Comment se forment les supervides ? Le secret de la formation d'espaces contenant un volume incroyable de rien ou de matière noire réside probablement dans l'origine de notre univers. Dans ce contexte, les chercheurs parlent souvent d'une soupe primordiale, dans laquelle les premières molécules nageaient à peine condensées. Des fluctuations quantiques fortuites ont provoqué des perturbations initiales dans cette matière primitive. Sur une période de plusieurs millions d'années, des plus petits amas se sont organisés, des formes et des modèles se sont formés. Finalement, les premières étoiles, les premières planètes et des galaxies entières ont vu le jour, alors que des espaces apparemment vides subsistaient. Les chercheurs ne peuvent comprendre qu'approximativement comment la formation et le regroupement ont eu lieu, grâce à des modèles de calcul et à des théories. Aujourd'hui, les astronomes et les cosmologistes du monde entier partent du principe que toutes les galaxies de l'univers sont regroupées selon un schéma en forme de filet et qu'une sorte de matrice d'arrière-plan détermine l'emplacement des galaxies et la manière dont elles se déplacent. Le filament cosmique rappelle quelque peu une toile de champignon lorsqu'il traverse la Terre. Les galaxies, les étoiles et les planètes sont suspendues dans l'univers comme sur de longs fils où se regroupent le long de ces filaments. Là où de nombreux filaments se rencontrent, des amas de galaxies se forment. La plus grande structure matérielle actuellement connue dans le cosmos est un exemple frappant d'un tel endroit. Le grand mur Hercule Corona Borealis est une démonstration impressionnante de la façon dont les galaxies se forment le long des filaments spiraux dans l'espace. Pourtant, cette structure est minuscule comparée au supervide du Bouvier. Le grand mur Hercule Corona Borealis ne mesure que 10 millions d'années-lumière de diamètre, alors que le supervide du Bouvier mesure plus de 300 millions d'années-lumière. Comme au ciel, comme sur Terre. Le phénomène d'un vide apparaissant au milieu d'un riche environnement galactique se retrouve également sur Terre. Quiconque a déjà fait de la plongée ou de l'apnée ou regardé une prairie ordinaire a certainement observé des zones vides dans la riche vie sous-marine
ou au milieu de l'herbe. Comme s'il s'agissait d'un coup de baguette magique, rien ne semble sensible dans ces endroits, ou alors les êtres vivants les évitent complètement. Sur Terre, nous pouvons expliquer ce phénomène par les différences entre les couches rocheuses, la composition minérale de la Terre, les variations de température de l'eau et d'autres effets. Dans l'ensemble du cosmos, des forces similaires sont à l'œuvre. Dans l'espace aussi, il y a des courants, des différences de température, quelque chose comme un climat et des habitats cosmiques qui favorisent la vie ou dans ce cas, l'épanouissement des galaxies, et d'autres qui sont plus inanimés. Comme les chercheurs soupçonnent la matière noire d'être à l'origine de tous les phénomènes visibles et d'être remplie d'une grande quantité d'informations, il n'y a finalement pas que du néant dans le néant de la structure du Bouvier. Jusqu'à présent, nous n'avons pas complètement compris ce type de matière ou de contre-monde. Il semble que les chercheurs dans 100 ans veuillent se réserver quelque chose à faire. Le superamas du vide. Il est également intéressant de noter que le vide du Bouvier n'est pas un grand vide cohérent, mais que plusieurs petits vides semblent s'être rassemblés à cet endroit. Il s'agit donc d'un superamas de vide dans ce phénomène fascinant. Les chercheurs ont découvert que la matière noire est moins condensée dans les petites galaxies peu massives, alors que sa densité augmente considérablement dans les systèmes plus vastes tels que les amas de galaxies. Le vide du Bouvier présente des structures de matière noire, plus ou moins denses. Là où la matière noire est plus dense, son attraction gravitationnelle est également plus forte, et c'est à ces endroits que l'on trouve une ou deux galaxies dans le vide par ailleurs solitaire. Le vide existe-t-il depuis le Big Bang ? Les cosmologistes ont élaboré une théorie selon laquelle le réseau de base de l'univers existait déjà immédiatement après le Big Bang. Aujourd'hui, l'univers continue essentiellement à se développer le long des lignes et des modèles primordiaux qui ont été établis à l'origine. Selon les doctrines de la fluctuation et de l'expansion, le vide du Bouvier aurait pu être un point de néant beaucoup plus petit après le Big Bang. Puis ce petit point aurait évolué en un point sombre de 330 millions d'années-lumière au cours de plus de 13 milliards d'années. Les différences de structure, les nombreux phénomènes uniques et les particularités de l'espace montrent que le Big Bang et les premières structures de l'espace n'étaient pas un événement homogène, mais beaucoup plus chaotique. Selon cette théorie, si l'origine avait été linéaire et homogène, nous aurions encore aujourd'hui une apparence homogène de l'univers. Les galaxies, les étoiles, les planètes et les autres objets cosmiques y seraient disposés de manière uniforme et selon des schémas récurrents et prévisibles. Même si les chercheurs aimeraient calculer tout le caractère miraculeux de l'univers et le mettre en formule, nous devons admettre en conclusion que le supervide de la constellation du Bouvier n'est qu'un caprice fascinant de notre merveilleux environnement cosmique. C'est à vous de jouer. Dites-nous ce que vous pensez du supervide et d'autres phénomènes fantastiques dans l'espace. Pensez-vous que les scientifiques parviendront un jour à les expliquer tous ou que l'espace continuera à nous surprendre par ses mystères ? Nous attendons vos contributions et une discussion animée sur le sujet dans les commentaires.